Coco. Avec tes marins. Bonjour. Bonjour, mais vous êtes là, super. Surtout merci aux gens qui rejoignent la rediffusion, hein, bien sûr, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a que les gens de la rediffusion, parce que personne n'est assez rapide pour cliquer sur la notification et voir son bout du live. Donc merci aux gens qui rejoignent la rediffusion. On est en plateau chez Number à Lyon avec In-Situ, et on va parler de est-ce que c'est le bon moment pour passer en freelance, mais surtout de quel est le bon moment dans votre carrière. Il y a des invités fantastiques en plateau avec moi, mais là tout de suite, on va lancer le générique qui va durer 5 minutes, le temps que tout le monde arrive et ait le temps de faire de la promo. Est-ce que c'est cool ? Générique en plateau avec nous. Alors, aujourd'hui, le sujet. Déjà, vous êtes super chaud dans le chat. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous êtes tous nombreux ? Est-ce que vous êtes lyonnais ? Dites-nous dans le chat si vous êtes lyonnais ou non. Je suis vraiment intéressé pour savoir de quelle ville vous êtes. Alors déjà, on a trois invités en plateau. Je vais vous les présenter et on va vous les mettre à l'écran aussi. Dites-nous, voilà, si dans le chat aussi, lequel des invités vous a fait venir. Comme ça, on saura un peu qui connaît qui. Et voilà. Parce que il faut que je les aide à avoir le retour. Ouais, c'est ça. Faut que je les aide à avoir le retour. Où sont les Lyonnais dans le chat ? Ça part. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que je disais ? Alors aujourd'hui, on va explorer donc. Vraiment, on a dit, c'est vraiment no bullshit. Vous êtes eu tous les trois à part. Vous étiez tous très motivés pour casser des contre-vérités. Casser des mirages de bon sens, quoi. De bon semblant. De faux semblants, c'est ça que je voulais dire ? Pense. Mirage de faux semblants, Andy. L'idée, c'est vraiment savoir si est-ce que passer en freelance, c'est un moment ça va vous permettre de débloquer une étape dans votre carrière. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? À quel moment ? Comment on trouve ce moment-là ? Est-ce que ça dépend peut-être du marché, de la temporalité et des meilleurs moments d'autres ? On va aborder tous ces sujets-là sans bullshit. Les premiers freelance, les invités, donc je vais commencer par Hélène. Donc Hélène, aujourd'hui, toi, tu es freelance aussi. Oui, je suis à mon compte aussi, ouais. Voilà. Et tu formes les recruteurs IT au métier de recruteur et de recruteuse IT. Ça fait combien de temps que tu fais de la formation, du coup ? 5 ans. 5 ans que tu es formatrice. Et avant, tu as été recruteuse toi-même Pendant 9 ans. Pendant 9 ans, j'allais dire 10. 9. Voilà. Merci d'être venu avec nous. Merci pour l'invitation. À côté de toi, c'est Thomas Pierrin. C'est ça. Enchanté. Alors aujourd'hui, tu es VP of Engineering chez Agicap. Oui. Et tu as été freelance avant, du coup. Ancien freelance. Ancien freelance. Ouais. Tu as été freelance combien de temps ? 5 ans, un peu plus. Je suis nul en date, donc toutes les dates que je vous ai données sont un peu... Alors du coup, tu m'as dit que tu voulais pas faire la promo d'Agicap, mais est-ce qu'il y a des freelances qui utilisent Agicap pour prévoir leur trésor ou pas ? Oui. Ouais. C'est quand même... Parce que j'ai l'impression que c'est un outil qui est plutôt utilisé par des entreprises d'une taille Au début, c'était conséquente, mais... TPE, PME, Ouais. et puis maintenant, c'est ce qu'on appelle le mid-market, des clients de Ah, donc plus c'est en plus du bas vers le haut que du haut vers le bas. Ouais. Ah ok, cool, trop bien. Tu vas nous partager ton expérience terrain, on a dit. Ah bah, avec plaisir. Très bien. Et à ma droite, il y a Clément Bouillet de Super Indep. Bonjour. Et toi, tu es un freelance et un dev avant d'être le fondateur de Super Indep, quoi. Et exactement. Un des cofondateurs de Super Indep. Exactement. 2013, je me suis 2013. lancé en freelance. Puis après, on a lancé Super Indep en 2018. Ton quotidien, c'est toujours de coder aussi. Alors, un petit peu. Un petit peu ? J'essaye un petit peu T'avais de pas continuer à coder, mais je fais pas que ça. T'avais pas ton micro-clavier aujourd'hui, quand même. Non, voilà. Mais ouais, ok. Tu fais pas que ça ? Quand tu dis tu fais pas que ça, quel est le gros de ton activité aujourd'hui ? Le reste du temps, c'est pas mal d'accompagnement de l'équipe qui accompagne justement nos clients, donc des freelances. Il y a combien de personnes aujourd'hui chez Super Indep ? On est 14. 14 ? Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Parce qu'on dit tous félicitations. Ouais. Très bien. Bravo. Bravo. Quelqu'un dit qu'il y a un écho, je ne sais pas. Qui fait le broadcast ? C'est moi. Comment ça va dans le chat ? Alors, je relis un peu vos commentaires. On vous entend en écho. Alors, je peux couper ça au cas où, dans le doute. Très bien. Dites-moi si vous avez encore de l'écho. Hein. Je peux regarder encore modifier les paramètres du micro. Et annulation de l'écho. Très bien. Moi, je m'entends pas dans le retour. Dans le retour, j'ai pas de retour du. Non, ça va. Nous, on je sais s'entend pas. bien. Nous, ça a l'air bien. Ok, très bien. Très bien, ok. Jérôme de Bruxelles. Ousmane de Dakar. On a du Lille, on a beaucoup de Lille dans le chat. Ah, ça, c'est In-Situ, hein, c'est ça. Il y a Camille Boyot qui crie Hélène, Hélène. Très bien. Tu es la seule qui a eu ton fanboy. Hop. Il y a beaucoup de Lille, de Clermont-Ferrand. Bien joué. Bienvenue à Mickaël de Clermont-Ferrand. Il y a des Parisiens. Laurent vient de Agen. Super. Je ne vais pas faire un commentaire à chaque fois.
Pas d'écho, zéro écho, pas d'écho. Je C'est bon. pense que j'ai enlevé un retour qui pouvait faire l'écho. Non, c'est bon, c'est réglé. Ou en tout cas, la régie est réglée. Allez, on y va, c'est parti. Les 4 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Très bien. Le freelancing peut-il vraiment accélérer la carrière? Ça, je l'ai dit. Comment gérer les périodes de creux et les défis commerciaux liés à ces périodes de creux? On va en parler. En quoi la... il y a Thomas à côté qui est en train de faire une liste. On dirait qu'il fait le burger quiz de la mort, là. C'est ça, je suis en train de t'apprendre par cœur. Il est en train de stocker les questions. Donc, on a fait une préparation de 45 minutes et tout, mais il n'est pas. Okay. En quoi la création de contenu technique peut-elle renforcer la notoriété de freelance? Bien sûr, Thomas, tu nous parleras de tes pièces de théâtre. Toute la création de contenu technique, tout le monde pense à un blog, mais mettre en scène du théâtre, c'est un sujet. Quelle place pour la collaboration, les réseaux en freelancing? Je pense que c'est de manière générale le sujet de comment on se développe un réseau de prescription. On ne reste pas tout seul chez soi pour trouver des clients. Est-ce que c'est cool? Yes. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur un live de In-Situ, déjà inscrivez-vous sur la page de In-Situ pour être notifié des prochains lives. Le prochain live, ce sera en décembre avec Number. On parlera de la clôture comptable, de qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent qu'on a gagné cette année. C'est vraiment un gros sujet. Wow, j'ai pas validé ce pitch avant, je suis désolé. Donc, In-Situ, ils mettent en relation les freelances avec leurs clients grands comptes. Dans la région, ici, Max, il travaille beaucoup avec EDF en particulier. Grâce à In-Situ Portage, vous pouvez devenir indépendant en portage salarial. En fait, c'est super pratique parce que du coup, par exemple, si vous faites un enfant, vous avez quand même les congés paternité, maternité, tout ça, c'est très pratique. Il y en a aussi. Hein. En micro-entreprise, ça marche aussi. On a du congé pat et mat sur en URL aussi. En fait, ça marche maintenant. Moi, j'aurais pas eu. Un mois? Oh là là. En fait, moi, mon fils, il est né 15 jours avant le changement de loi. Mais on t'a cassé ton truc là. Mais du coup, moi, j'ai rien eu du tout. Hein. Je les ai pas demandé, je savais pas. Mais c'est bien aussi le portage. Ouais, le portage, c'est trop bien. Ils sont présents par... Ils me font des signes en plus. Ils sont présents partout en France, notamment à Lille, à Lyon, à Nantes, à Valence et même à Bruxelles. Et si vous êtes dans ces villes-là ou pas en dehors, parce qu'il y a aussi des missions sur en télétravail, vous pouvez faire signe pour que le business développeur de In-Situ dans le chat prenne contact avec vous et discute des missions. Si vous êtes néo-freelance, le truc chouette qu'ils peuvent vous proposer, c'est de faire une simulation de TJM. Et même si vous êtes freelance et que vous avez un peu de doute sur mon TJM par rapport au marché, etc., prenez rendez-vous, ils vous aideront à trouver le bon TJM ou faire une estimation. Est-ce que c'est cool? C'est cool. Super. On commence par le freelancing comme tremplin et j'en avais proposé que ce soit Hélène qui partage son expérience en premier. Toi, en tant que recruteuse, qu'est-ce qui t'a motivé à passer sur du freelancing? Plein de choses. Déjà, moi, je suis passée freelance parce que je voulais arrêter le recrutement. Ouais. Je sortais de 7 ans en ESN. Je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. La boîte où j'étais venait d'être achetée. Je me retrouvais pas du tout dans les valeurs de cette boîte-là. Et du coup, j'ai commencé un peu à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Je commençais à faire pas mal de formations en interne. Et du coup, naturellement, en fait, je me suis dit, le meilleur moyen de faire, c'est de créer ma boîte et de donner des formations. Sans avoir la moindre idée que la formation, c'était un domaine aussi réglementé. Ouais. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et j'ai aucun regret, hein, mais peut-être que si j'avais su tout ce qu'il fallait faire avant, je ne l'aurais pas fait. Et du coup, je suis bien contente d'y être allée et d'avoir appris au fur et à mesure. Et voilà, tu as plein d'imprévus. Je n'avais pas du tout imaginé comment ça allait se passer. Et franchement, ça s'est très bien passé, même s'il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Parce que quand tu parles de la réglementation, c'est le fait de gérer les différents OF, les différents OPCO. Ouais, les OPCO, les conventions, Calliope, toutes ces joies-là. Et ça a évolué parce que quand tu t'es lancé, c'était pas Calliope qu'on passait, c'était autre chose. C'était Datadoc. Datadoc. Ouais. Ah oui, mais Datadoc, en plus, ça a duré qu'un an ou deux, quoi. Moi, Datadoc, je l'ai eu 1 an, quoi. Ouais. À peine. T'allais dire, Thomas? Ça changeait tous les ans. Ça change, c'est clair. Ça continue encore un peu à changer aussi. Hein. On a fait Calliope une année, on a fait de la formation pendant une année, et là, le certificateur, il me rappelle en me disant, faut vous faire certifier. Je fais, j'ai pas fait de formation depuis 18 mois, je pensais que mon agrément était perdu. Ouais, mais vous pouvez vous refaire certifier quand même. J'étais, ok, mais je vais me faire certifier sur la base de 0 formation. Ouais, c'est encore plus facile. À l'époque, on nous disait l'inverse. C'est un business, hein. Ah ouais, on a pris un formateur qui nous a formés à faire Calliope pour qu'on ait le Calliope. Et, ouais, effectivement. Moi, je l'ai fait toute seule.
Ah bah, bravo, félicitations. Bravo. C'est 23 critères à faire. 22. 22. Ouais. J'étais pas loin. Ok. Mais vraiment, je pense que si j'avais su, quand je me suis lancée qu'il fallait faire tout ça, je l'aurais pas fait. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai repassé Calliope en septembre. J'ai pas trouvé ça dur. Bah oui. En fait, Calliope, c'est un process de qualité. Ça t'a obligé aussi à améliorer la qualité de ton Exactement. travail. Quoi. À te structurer, à réfléchir à ce que tu as envie de faire, à t'améliorer. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je le vois pas du tout comme une contrainte. Est-ce que quand tu as ouvert l'OF, tu as dû aller à la préfecture une demi-journée faire une formation Non, tu sais pourquoi? Parce que je me suis lancée en janvier 2020 et qu'il y avait le Covid. Exactement. Et On était au début où c'était tendu et on n'avait pas les rendez-vous, etc. Ça a été reporté en fin d'année et j'y suis jamais allée. Alors du coup, le sujet à ce moment-là, ça a été le FN. Tout le monde a passé le FN. Voilà, bon bref, on est parti dans un sujet. Tu dis quand même que si tu avais su toute la difficulté que tu aurais, tu ne serais peut-être pas lancé, mais non, tu l'as fait, tu es content de l'avoir fait. Hyper contente. J'ai 0 regret. Et c'est le sujet sur plein de business. Si on savait toutes les galères qu'on allait avoir, on ne l'aurait pas lancé, mais une fois qu'on l'a fait, on fait quand même, on est content. Donc il y a quand même ok, il faut s'attendre à l'inattendu. S'attendre à la difficulté, mais en même temps, il faut se lancer quand même. C'est ça que tu dis. Clairement, oui. Il ne faut pas chercher à te dire, de toute façon, je serai prête je serai prêt ou prête pour tout. Faut vraiment te dire, j'essaye de me renseigner sur le plus important, l'essentiel, et après j'y vais. Et j'apprendrai au fur et à mesure, et je corrigerai au fur et à mesure. C'est du test and learn. Dans le chat, tu te fais saucer. Hein. Non, mais Hélène est trop forte. Elle est Calliope, sa formation est trop bien. Vraiment, tout le monde est content dans le chat. Il n'y a pas de. Aucun. J'ai payé personne. Hein. À ce niveau-là, ça manquerait presque de recul. Quoi. Ça a l'air. Très bien. Qu'est-ce qu'on disait Pas tout anticiper. Tu peux pas espérer que tout va être parfait. Il y aura forcément des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure. Ouais. Maintenant, c'est important d'avoir, à mon sens, des ressources fiables, savoir où tu vas aller trouver l'info, et quand même avoir des petites infos essentielles. Et bon, on verra avec Clément tout à l'heure, mais il y a des choses sur lesquelles tu dois quand même être sûr pour pas faire non plus complètement n'importe quoi. Mais espérer que tout soit parfait, ça arrivera jamais. Et il vaut mieux faire qu'attendre que tout soit parfait, sinon tu te lances pas. Non, aux start-upers, tu vois, est-ce que les start-upers, ça a changé par rapport un peu à l'entrepreneuriat un peu plus familial qu'il y avait avant. C'était d'aller voir les clients avant d'avoir fait une étude de marché, tu sais. Ce qu'on me disait, c'était passe pas du temps à faire ton BP, à faire des Excel. Tes clients sont pas sur ton ordinateur. Va dehors parler à des humains et c'est comme ça qu'on commence. Donc, on encourageait les gens à ne pas être prêts pour commencer, quoi. Et le premier truc, c'était parler à des prospects ou des clients potentiels. Tu dirais la même chose? Carrément. Je confirme à 200%. Moi, ce que j'ai fait la dernière année où j'étais salariée, c'est que je suis allée dans plein de meet-up, j'ai parlé à plein de gens, j'ai posé des questions pour essayer de sonder s'il y avait un besoin. Et petit à petit, ça s'est affiné. C'est ce qui a fait qu'en janvier, je me suis dit, OK, il y a un vrai besoin. Bah, go. Et après, là, j'ai appris le reste. Et ce que tu dis sur l'accompagnement, aux chefs d'entreprise, on leur dit toujours ABC, avocat, banquier, comptable. Ça marche pour les free aussi. J'ai un ami qui se lançait en tant qu'indépendant, en tant que plombier. Je lui ai dit, je suis pas sûr que le banquier, je sais pas, j'ai l'impression que l'avocat, on n'aura pas besoin tout de suite, quoi, non plus. J'ai pas l'impression que les 3 lettres sont utiles pour tout le monde. C'est quoi ton conseil là-dessus? Mon conseil, c'est déjà, ça dépend aussi de comment tu te lances, hein, ta structure, etc. Parce que là, on parle d'indep, indépendant, c'est quand même très large, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi tu te lances? Quel est ton statut, etc. Mais au tout début, c'est pas ça le plus important. Le tout début, le plus important, c'est de trouver des clients, c'est du business. Et après, le reste, ça va se faire. Et tu vas apprendre au fur et à mesure. Quand je dis bien t'entourer, c'est aussi, on a la chance aujourd'hui d'avoir énormément de ressources qui sont disponibles, du podcast, des sites, des boîtes qui publient énormément de contenu sur des blogs, etc., qui sont fiables. Déjà, lire un peu ça. Et le plus important, c'est de facturer. C'est ça le plus important. Le reste, ça va venir petit à petit, assez vite. Mais c'est le plus important. Même avant la création de la société, on peut faire les factures. On peut marquer société en cours d'immatriculation sur les factures. Dans l'absolu, c'est pas grave, on trouvera une solution après. Non, mais tu voulais compléter, Thomas? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Hélène. Moi, quand j'ai commencé ma partie indépendant,
mes premières inquiétudes, c'était, parce que je suis un peu bordélique à la maison en termes de paperasse et tout, c'est il faut un comptable ou une comptable, il faut que je sécurise le truc et tout. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait plein de gens qui parlaient aussi beaucoup de ça. Pour qu'on passe en tant que développeur ou développeuse en tant qu'indépendant. Et ben en fait, pour moi, c'est un détail, c'est vraiment un micro détail par rapport à l'enjeu de trouver des missions intéressantes. Alors après, ça dépend quelles sont tes ambitions. Mais trouver des missions déjà pour pouvoir vivre de ça. Alors très souvent, quand tu te lances indépendant dans la tech, c'est que tu as déjà ta première mission, ton premier client, t'es déjà prêt, t'as ton petit plan. Du coup, c'est un truc que moi j'ai vu, en tout cas moi j'ai négligé un peu, et que j'ai vu aussi d'autres gens négliger, c'est-à-dire l'après. C'est-à-dire que le jour où ta première mission avec un super client et tout s'arrête, comment ça se passe? Et là, ça, c'est pas du jeu. La veille au lendemain qu'il faut se réveiller pour travailler son réseau, faire parler de soi pour que les gens pensent à t'appeler, etc. Donc moi, c'est vraiment le truc où j'ai trouvé que c'était le plus difficile et c'était le moins mis en avant par la plupart de mes copains copines adeptes de l'époque. C'est la deuxième partie. On va y aller, mais avant, on va revenir sur un sujet. Et merci Jérôme Jérôme fait des compliments sur ma coupe de cheveux dans le chat. Merci. Le sujet, le sujet à la base qu'on devait faire, c'était ça. Et une personne dans le chat nous a mis un fantastique commentaire. Je vais vous lire. J'avais un plafond de verre dans un grand groupe. Je suis passé freelance pour progresser côté salaire. Être indépendant m'a donné envie de créer mon business. Mon business a finalement été intégré dans un groupe de taille honorable et me voilà maintenant directeur AI Europe. Moi, c'est Jérôme, en fait, ça qui raconte son histoire. Mais, je croyais que j'aurais pu l'écrire parce que c'est clair. C'est vrai. C'est parce que, effectivement, ça arrive assez souvent que les freelances, ils reviennent dans un groupe à un moment et ça leur a permis de faire une transition dans leur carrière. C'était un peu ça aussi l'essence de ton histoire, Hélène. C'était que de faire la formation, tu pouvais pas le faire dans ton poste parce que tu avais un métier opérationnel. Clairement. Clairement, tu vois, je faisais de la formation dans la dernière ESN où j'étais, mais je le faisais en plus pour la gloire. C'était, on attendait de moi que je recrute, et moi je voulais plus faire ça. J'ai essayé, hein, j'ai proposé autre chose, etc. Même chose pour moi. Exactement. Impossible. Ouais. Donc à un moment, tu te dis, si j'ai envie d'évoluer, de faire autre chose, de faire un peu changer mon périmètre, et puis la rémunération aussi. Hein, moi j'étais très mal payée. C'est un secret pour personne puisque j'en parle tout le temps. Les recruteurs, les recruteuses sont mal payés. Hein. En tout cas, je peux te dire qu'il y a 5 ans, j'étais très mal payée et que j'en ai bien pris conscience ensuite en échangeant avec beaucoup de recruteurs. Est-ce que tu avais un bonus de signature de contrat Ouais. Tu veux que je te dise 75 € brut. Ah ouais. Wow. Pour du dev. Hein. Ah ouais. C'était bien. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt 200 ou 400 €. Ouais, c'était motivant. Et même 400 €, des fois, c'est pas fou. Quoi. Mais bon, on va voir. Clément, tu voulais partager ton expérience. Je suis super intéressé. Du coup, enchaîne. Je suis vraiment bien en phase aussi. Mon expérience perso, c'est que j'avais une mission sécurisée. C'était tranquille pour démarrer, effectivement. Ce qui m'a motivé, c'était pas la sécurité, effectivement, de trouver une mission et des choses comme ça. Je suis pas trop penché sur le problème. Mais par contre, j'étais déjà très investi dans les communautés, sur Lyon, notamment. Et tout ça, c'était du réseau, rencontrer plein de gens différents, de plein de boîtes différentes. Et effectivement, c'était le carcan de la boîte dans laquelle j'étais. Pas spécifiquement celle où j'étais sur Lyon. Hein, c'est ce que j'avais connu aussi avant en tant que salarié dans d'autres boîtes. Et donc, la liberté de se dire, je vais choisir les missions que j'ai envie de faire et on ne va plus m'imposer les missions que l'ESN a pour moi, quoi. En gros, et donc je continue à travailler avec l'ESN. En l'occurrence, j'ai travaillé pendant 1 an et demi encore avec eux. Ils m'ont proposé des missions. Il y en a, j'ai dit non. Il y en a, je dis ok, pourquoi pas. Alors que quand j'étais salarié, tu y vas. C'est ça, quand tu es salarié, si tu refuses la mission, tu coûtes des sous, quoi. Alors ça, c'était un petit luxe, hein, quelque part, en tant que dev. Le retour que j'ai aujourd'hui des freelances qu'on accompagne via Super Indep, c'est plein de gens de plein de métiers différents. Et comme tu disais, Hélène, ça dépend en fait des activités. Tout le monde n'a pas le luxe, quelque part, des développeurs d'avoir un marché assez dynamique. Quoique, apparemment, en ce moment, il y a une petite tension. Mais du coup, pour certains, c'est pas évident, effectivement, de se lancer. Et souvent,
pour revenir par rapport à l'ABC, nous, on vient nous voir en tant que C, quoi, quelque part. Hein, on n'est pas des comptables, mais on vient nous voir en tant que C. Ah, je veux créer ma micro-entreprise. Ok, mais pourquoi faire? Ah, j'ai un projet vague de faire ça. Non, peut-être qu'il va falloir d'abord définir le projet avant de se lancer. C'est pas la peine de se lancer, par exemple, cramer des aides comme l'ACRE, réduction des cotisations, si c'est pour pendant 6 mois ne pas faire de chiffres. Autant attendre dans 6 mois pour se lancer. Pendant 6 mois, bien préparer le truc et se lancer avec un projet bien défini, quoi. Enfin, bien défini. Après, je te rejoins, hein, pas trop défini non plus. Hein, faites pas, construisez pas non, mais avoir parlé le avec projet clients, parfait. avoir parlé avec les clients, avoir une idée de ce qu'on veut Exactement. vendre. C'est vrai que ça coûte des sous quand même. Ouais, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai créé une boîte avec un projet, je l'ai pas suivi. Et après, ça coûte des sous de changer le nom de la boîte. Ouais. Ouais. Comment? Moi, c'est pareil, créer un truc avec un projet et je l'ai pas su. Ouais, mais j'avais un super projet quand même. Je l'ai pas fait. J'ai fait autre chose. Mais parce qu'en faisant ce projet-là, j'ai trouvé d'autres idées, quoi. Mais c'est l'idée, c'est parler aux clients. Tu as une idée, ça te met au moment, tu parles avec les clients, tu te rends compte que les clients ont besoin d'autre chose, c'était pas ça, mais tu le fais quand même, tu fais ce qu'ils te demandent. Exactement. Puis tu vas te trouver aussi. Parce que peut-être que tu vas dire, je me projette pas là-dessus, je me projette plus là-dessus. Ouais. Alors, du coup, il y a un commentaire qui dit un DEP dans la tech, à partir du moment où tu pars préparé, tu risques pas grand-chose. Il y a quand même, on rejoint un peu Clément sur le fait qu'il y a un minimum de préparation. Je dirais pas ça. Il dit, voilà, à moduler selon les cas personnels, mais c'est quand même très peu risqué. C'est quoi d'après vous les cas personnels? C'est quoi les contextes plus ou moins? Hélène, tu es motivée, c'est parti. J'entends beaucoup ce discours et c'est vrai qu'on va dire beaucoup la tech, on est privilégié. Quand tu es dans la tech, quand tu es un dev, te mettre à ton compte, c'est pas très risqué. Ça dépend ce qu'on appelle. Où est le risque derrière? Du risque, quand on se met à son compte, il y en a plein. Et on a quand même des obligations légales, y compris quand on est en micro. Hein. Moi, j'hallucine quand je vois des gens qui découvrent qu'il faut payer la TVA quand tu as dépassé un certain seuil, etc., que tu as quand même des obligations et que tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a quand même le risque aussi, si tu n'es pas bien préparé, quand tu as été salarié pendant très longtemps, et moi, je l'ai vécu les 2 premières années où j'étais à mon compte, de plus faire la part des choses entre le pro et le perso. Où tu peux vraiment exploser le compteur et bosser non-stop des heures en disant c'est pas grave, je suis passionné, c'est cool. Ouais, bon courage. Et puis après, tu es quand même très dépendant du marché. Donc oui, il n'y a pas de risque, mais ça dépend quand même le moment où tu te lances. Là, il y a un Nicolas qui dit je nuancerais un peu le côté risqué en cas d'épidémie, de guerre, de crise financière où on trinque, sans compter que la prévoyance couvre pas les maladies longues plus de 2 ans. Alors, déjà, si on a une prévoyance quand on est freelance, parce que tout le monde n'en prend pas une, tout est articulé autour du salariat. Le salariat, c'est risqué aussi. En fait, dans l'absolu, on n'est pas à l'abri que la boîte, elle pose un bilan, un CDI, ça veut pas dire que c'est infini, quoi. C'est indéterminé à quel moment ça finit. C'est pas infini, mais on est dans une société où quand tu es en CDI, tu as un filet de sécurité. Ouais. Un peu plus important quand même. Important, mais il existe quand même en tant qu'indépendant. Ouais. Mais je rejoins Hélène, il y a quand même des risques, il y a quand même quelques risques, et même en tant que dev. Si on trouver des missions, alors oui, on peut trouver des missions qui vont être l'équivalent de ce qu'on avait avant, en fait, en tant que salarié. Peut-être qu'on va être obligé de prendre des missions où on va être aussi à un TJM beaucoup plus faible. Donc, est-ce qu'on a toujours envie de faire des missions comme ça? Est-ce qu'on est passé indépendant pour ça? Donc, quelque part, c'est une sorte de risque aussi quand même de se retrouver dans une situation où tu es obligé de prendre une mission pour faire du chiffre parce que tu as besoin d'un salaire, quoi. Et puis, en tant qu'indépendant, tu es en première ligne. Dès qu'il y a un moindre marché qui se vend un peu, etc., ça fait partie du jeu, mais c'est toi qui sautes en premier. Hein. Que ce soit, même pas que Covid, là, ces derniers temps, moi j'ai plein de potes indep qui m'ont contacté en me disant au fait, ça fait quoi JCap Donc vraiment, ça dépend du contexte aussi. Le risque de burn-out, parce que Hélène, toi t'en parlais, c'était de plus mélanger, de se noyer dans le travail, de plus mélanger la vie pro-perso. C'était quand tu étais salarié, ça? Ou c'était en freelance? Quand je suis devenue freelance, les 2 premières années, j'ai bossé comme une malade, comme une dingue. Je bossais de chez moi, je bosse toujours beaucoup de chez moi aujourd'hui, mais avec un aménagement différent.
Mais j'avais plus de frontières. Je bossais le soir jusqu'à 23h. Le week-end, c'était pas un week-end, c'était la semaine, c'était normal. Je bossais 7 jours sur 7. C'est pas un regret. Je sais pas si j'aurais pu faire vraiment autrement, mais j'étais pas préparée. Il y avait personne pour me dire c'est bon, tu peux partir. Quand j'étais jeune, je pouvais me lever à 4h du matin et essayer de facturer 2 journées le même jour. Mais je le fais plus. Aujourd'hui, je serais plus capable. Et ça s'apprend. Parce que tu apprends sur toi aussi au fur et à mesure. En plus, quand tu as été longtemps salarié, ça a été mon cas. Moi, j'ai été salarié plus de 10 ans, 12 ans avant de me mettre à mon compte. Tu as des réflexes. Donc forcément, il faut que tu arrives à te démarquer de tout ça. Mais juste pour rebondir sur le risque, dans la tech, il y a cette notion de dire, en fait, si je suis dev, je trouverai toujours. Ouais, mais pour moi, aujourd'hui, que tu sois dev ou pas, quand tu es à ton compte, ça suffit pas d'être bon techniquement. Ça suffit pas d'être bon dans ton métier. Là, c'est ça, il faut avoir les compétences commerciales. Alors, il y a les commentaires, je dois absolument prendre avant de passer. Il y a aussi le risque de s'investir de façon plus qu'abusive et la santé. Donc ça, on vient d'en parler. Il faut également penser à l'équilibre pro-perso. Ça, c'est le fait de travailler chez soi aussi. Ça fait qu'il faut trouver de l'hygiène de vie aussi. Parce que le nombre de fois où j'ai codé en pyjama jusqu'à midi, et avant de me rendre compte, mais en fait, je peux laver les dents. Voilà. Il faut prendre le rythme. Habillez-vous le matin si vous travaillez de chez vous. Je suis consultante en bilan compétences certifiées Calliope, projet bien travaillé en amont avant de créer ma structure, étude de marché, compréhension, fonctionnement de mes attendus en tant que gérante. Mon activité se porte bien, mais il faut toujours être en veille, être en capacité de rebondir en cas d'imprévu et en cas d'évolution législative. Le contexte, il change. Christelle, je ne sais pas si tu bosses avec l'APEC, mais c'est vrai qu'ils sont chouettes pour quand on veut faire ce genre de bilan. En tout cas, c'est cool. Et effectivement, bien que ça nous confirme qu'elle a dû se préparer. Et elle n'est pas forcément. C'est un point d'ailleurs, ça me fait penser à un point, c'est la tête dans le guidon, de travailler trop, de ne faire que produire. Ça peut justement engendrer d'autres risques qui en fait se construisent au fur et à mesure. C'est-à-dire que des devs, par exemple, pas faire de veille, pas aller prendre aller à des conférences, aller à des meet-ups, des choses comme ça. Essayer de sortir de sa zone de confort et de son quotidien, surtout quand on est placé en mission chez un client. Typiquement, moi, ça faisait partie des choses quand j'ai démarré. Il y aura un jour dans la semaine où je serai pas en clientèle. Les gens se disent bonjour entre eux dans le chat. Je sais pas, je vois rarement ça en vrai. Ce que j'allais dire, on peut effectivement parler des creux dans le commerce. Thomas, c'est ton témoignage à ce niveau-là qui est chouette. Comment tu as trouvé ta première mission, puis ta deuxième? Comment ça s'est passé commercialement pour toi, ta part de freelance? La première mission, moi je quittais un grand groupe, j'avais bossé pendant 12 ans en finance de marché avant. J'ai salariat, etc. Et du coup, je voulais créer autre chose. Et du coup, avant de créer autre chose, on s'est dit avec mon associé de l'époque, Bruno Boucard, on va se faire un peu de cash flow, on va se faire un peu de trésor pour pouvoir éventuellement recruter des copains-copines. Et voilà. Donc, du coup, au début, tu fais une première mission. Et la mission, c'était dans mon réseau. C'était Jérémy Godzinski qui était dans le meet-up des DDoC, qui m'avait proposé un truc dans la santé. Il m'avait mis en relation avec un client. Donc ça, c'était super cool. Projet vraiment très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc là, j'ai pas eu besoin de faire commercial à part papoter dans des meet-up et puis laisser traîner mes oreilles et puis montrer suffisamment d'enthousiasme pour aussi avoir des choses à raconter et avoir envie de travailler avec des gens. C'est après, moi j'ai enchaîné que des trucs intéressants quasiment, sans presque avoir besoin de faire la partie commerciale parce qu'il y avait aussi Bruno, mon associé. Donc là, on était indep, c'est comme si on était deux indep, mais on avait créé une marque. En se mettant à deux, on est un peu plus fort, etc. Mais en fait, on avait chacun notre SASU. C'était un partenariat commercial, quoi. En fait, on voulait vraiment monter une boîte. Ouais. Et puis le comptable nous avait dit faites une SAS et puis faites une SASU chacun de votre côté. Et puis voilà, en gros, gérer ça avec imposition sur le revenu. Faites ceci, faites cela. Bref, c'était bon. Il manquait la société d'exploitation, vous aviez chacun votre ligne, quoi. Voilà. Et du coup, la SAS, qui était 42 Skills, qui n'existe plus, en fait, nous a servi de créer une marque. Et puis moi, j'aimais bien faire des événements, tu vois, faire des talks, des conférences, des machins, et puis des live coding. C'était une façon de montrer un peu notre savoir-faire et qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des clients. D'ailleurs, des missions intéressantes que j'ai trouvées, c'est
c'est suite à des événements comme ça qu'on avait organisés. Parfois un peu de notre poche, parfois tu investis un peu, tu loues les locaux de Microsoft, tu loues 2-3 trucs, de la captation, voilà. Et du coup, ça c'était une autre stratégie à nous, c'était d'essayer d'aller à un max de conférences, de montrer comment on code, comment on live code et tout. Et puis voilà, donc ça m'a permis de trouver des missions parmi les plus intéressantes que j'ai eues. Ça fait 27 ans que là je bosse dans ce business. Et vraiment, des gens qui sont venus nous voir en disant ah, ce que vous avez fait là sur scène chez Microsoft là. Ça m'a vraiment bien plu. Est-ce que vous pourriez pas montrer à mes collègues comment faire pareil? Et donc voilà. Et donc c'était une sorte de routine où j'enchaînais moi des missions plutôt longues, 1 an et demi, 2 ans chez des clients. C'était c'était une mission intéressante que je choisissais et tout. Et puis à un moment donné, on s'est dit tiens, on va faire un petit. On voulait raise the bar, c'est à chaque fois faire un truc différent. On s'est dit on va faire une pièce de théâtre pour illustrer ce que ça veut dire de faire du DDD stratégique, pas côté code, mais côté interaction entre les équipes, entre les machins, etc. Et ça m'a pris un certain temps d'investissement et tout. Et alors je suis un peu naïf. Autant Bruno, lui, il était indep déjà depuis 15 ou 20 ans, quoi. Donc il savait ses périodes de mou et tout. Moi, j'avais connu que le haut de la vague, quoi. Et c'est la réalité de beaucoup de free, d'avoir qu'une ascension au début, c'est d'être très déconcerté dès qu'on arrive. Mais même dans le salariat, j'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit attends, il y a un moment, il a fallu que je fasse le deuil parce que ce job-là, c'était le meilleur de ma vie, j'en aurais jamais un autre aussi bien. Exactement. Et moi, j'étais vraiment là en haut de la vague et tout. Et donc, je me suis vachement investi parce que je tenais vraiment à ce projet-là. Donc, essayer d'écrire une pièce en 3 actes avec à la fois du texte, du code, de la scénographie, faire venir des copains-copines, tout. C'est un sacré investissement. Et du coup, ça m'a pris peut-être 2 mois et demi. Et j'ai presque fait ça à plein temps. Donc, comme je facturais bien avant, j'avais une petite trésor, donc le trésor de guerre. Voilà, petit trésor de guerre. Sauf que là où j'étais très naïf, c'est que j'ai fait ça. C'était quoi? C'était en juin, je crois qu'on l'a fait. Et donc j'ai construit tout ça pendant 2, 3, 4 mois avant, tu vois. En juin, on fait le truc. Et c'était fin juin. Et je me réveille fin juin, juste après. Tout le monde était content, c'était super et tout. Et là, c'est l'été. Autant dire pas la meilleure période pour trouver ta prochaine mission. Tout le monde dit passer l'hiver, mais en France, le sujet, c'est de passer l'été. C'est ça, passer l'été. Enfin, en business, pour tout le monde, c'est passer l'été. Surtout à Lyon, parce qu'il fait chaud. Mais sinon, ouais. Donc en gros, je me suis retrouvé comme ça. Avec, tout d'un coup, je me réveille et là, tout le monde est parti en vacances. Donc que ce soit le réseau, les clients, les prospects, etc. Voilà. Et puis en plus de ça, moi, comme j'étais sur le haut de la vague, nous, ce qu'on voulait, là, le next step, c'était développer la boîte et tout. Donc, en gros, c'était trouver une mission intéressante sur laquelle je puisse faire monter avec moi des premières personnes qu'on avait salariées, quoi. Et donc, ça, j'ai mis un peu de temps avant de finalement de me rendre compte, l'été passe. Septembre, c'est pareil, c'est un peu compliqué. J'avais des missions, mais c'était pas super intéressant. Ouais. Donc voilà, j'attendais le spot, quoi. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me rends compte que mon trésor de guerre, moi j'ai 4 gamins, donc il y a plein de trucs qui partent vite. Ils mangent beaucoup de savane. Ils mangent beaucoup de savane. Et du coup, je me rends compte que ça fait un petit peu de temps. Et là, ta confiance s'ébranle un peu. Et Bruno me dit mais là, j'ai pas trop de trucs. Faut que tu cherches un peu plus, machin. Et voilà. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que dans un mois, j'ai plus rien. Ouais. Donc du coup, let's go. Et j'en suis finalement arrivé à trouver des petites annonces, tu vois, de trucs indep sur un site que je connaissais même pas, que j'ai regardé par hasard, quoi. Et je suis tombé sur une mission je suis passé quand même d'un TJM, c'était TJM de bâtard, hein. C'était vraiment des trucs genre 1002, 1003 pour coder. Ouais. Pour te dire. Mais il y avait, tu m'as dit double temporalité, un double timeline, je sais plus, bitemporel. Ouais, mais des projets très intéressants. Très intéressants. Tu vois, vraiment, vraiment cool. Donc j'avais vraiment le beurre, l'argent du beurre, tout. Et là, tout d'un coup, je vois une mission qui a l'air d'être la moins pire de tout ce que je vois dans les petites annonces, quoi, et dans l'hôtellerie. Et du coup, je me dis bon, ok. Je sais plus ce que c'était comme TJM, mais c'était peut-être 600 ou un truc comme ça. Et moi, ça faisait longtemps que je bossais, tu vois. Et puis en tant qu'indep avec 4 enfants et tout, j'avais pris goût. C'est ça, tu t'installes. Et donc, du coup, je me dis, putain, et donc j'ai eu un peu de temps à accepter, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé cette mission qui a été une des missions les plus intéressantes de toute ma carrière.
Après, j'ai pu renégocier un peu aussi le truc, mais même pas tant que ça. Vraiment, ce qui m'a fait kiffer, c'est ce que j'ai pu faire, apprendre. C'est le métier. Et vraiment, et ça m'est encore utile. Voilà. En même temps, dans le DDD, on t'apprend bien que c'est le métier, non? C'est bien le sujet, c'est le métier, c'est ce que font les gens avec le logiciel qui est le plus important, pas la technique. Oui, tout à fait. Mais par contre, avant de pouvoir faire ça, il faut que tu maîtrises un peu tes fondamentaux, quoi. Donc, en gros, au début de ta carrière, tu as besoin de te rassurer sur tes compétences techniques pour pouvoir aller vers l'autre. Parce que tant que tu n'es pas rassuré sur toi-même et tes capacités, et c'est un truc que j'ai vu souvent chez les indeps, et moi, il a fallu du temps avant que je passe indep. Je crois que je suis passé indep après 20 ans de carrière, un truc comme ça, 18 ans. Bah du coup, moi j'avais plein de trucs à régler sur plein de sujets, etc. pour être à l'aise. Bon, je suis ébloui par certaines personnes qui se mettent indep très jeunes et qui ont une confiance vraiment folle. Mais voilà, donc moi ça m'a mis du temps. Ouais. Et la confiance a commencé à s'effondrer un peu avant de j'accepte. Moi je me suis mis en indep à 23 ans. Et mon père, il vit dans le sud, moi je vis à Lille. Il est venu me voir, et en mode, Damien, je t'ai payé l'école d'ingé et tu quittes ton premier CDI en période d'essai. Et je dis, mais papa, tu m'as dit que j'aurais assez d'argent pour acheter des belles bagnoles. Je suis payé une broutille, quoi. Donc, non, je suis désolé, je me mets en indep, c'est parce que je veux gagner des sous. Hein. Tu m'as dit, on fait l'école d'ingé, c'est pour gagner des sous. Hein. Le SMIC, c'était pas le projet, quoi. Donc, même quand t'es jeune, en vrai, tu te prends des baffes dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est ça. Et le premier été, j'ai eu la même chose que toi, c'est-à-dire que, en gros, j'avais dit à ma compagne, on part en vacances sur la deuxième quinzaine d'août, et tout l'été, j'ai rien à manger, etc. Et là, j'ai un client qui est OK pour démarrer au 15 août, il faut livrer avant le 30. Enfin, j'ai passé toutes les vacances à coder pour livrer, et je me suis engueulé, etc. Mais il faut caler ses vacances sur les périodes de creux. C'était mon sujet, hein, là où je veux en venir. En fait, tu nous as expliqué plein de choses, mais gérer les creux, oui. Tout le monde aura un été, tout le monde aura une fin de mission. Quand on est en vacances, on pose pas ses congés. Enfin, c'est le moment où on prend ses congés. Il ne faut pas avoir de remords à partir 2 semaines spontanément. C'est comme un paquebot. Entre le moment où tu décides d'aller tourner à gauche et de tourner le gouvernail, en fait, il va se passer quelques semaines, quelques mois, parfois. Et ça, on n'en a pas conscience au début, je trouve, pour en avoir échangé avec pas mal de gens. Ouais. Et puis même aujourd'hui, tu vois, les congés des salariés de Wheel of Death, je les cale vachement sur la période de creux de business. Hein. Je vais pas sur les premières quinzaines de septembre, c'est le moment où il y a le plus d'activités commerciales. On prend pas nos vacances en septembre, même s'il me dit moi j'ai pas d'enfant, je vais partir hors saison, bah non. Donc c'est lié quand même. Les freelances, on a un peu le sujet dont on voit différemment. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Ouais, bah du coup, sur caler ses congés, déjà, il faut en prendre des congés. Parce que moi, je vois beaucoup de freelances qui ont tendance à un peu oublier et à facturer. Et à s'habituer, effectivement, tu le disais aussi, à s'habituer à un certain rythme de vie. Et après, au moment où ça s'arrête, est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on a géré sa situation financière pour pouvoir arrêter pendant 2 mois? Parce qu'en fait, l'arrêt n'est pas forcément volontaire. Donc, si l'arrêt n'est pas volontaire, il faut avoir un peu prévu ses arrières. Ouais. Je vois, typiquement, dans la clientèle, on voit des gens comme ça qui font 7 000, 8 000 de chiffre d'affaires par mois. Et le jour où la mission... Et puis, à un moment donné, j'en ai un et je vois un problème de paiement à l'URSSAF et je le contacte, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ma mission s'est arrêtée, je ne peux pas payer l'URSSAF. Je fais, non, là, en fait... Ça ne passera pas, cette excuse. C'est embêtant, là, quand même, avec des revenus pareils. Il y a que le tribunal de commerce qui peut t'aider. Donc, voilà. Du coup, il faut savoir préparer ce genre d'arrêt. Et après, effectivement, il faut savoir imposer, entre guillemets, ou voir avec son client pour poser des congés au bon moment, quoi. On va parler un peu de clientèle là, effectivement, vu qu'on est à Lyon. Il y a Julien dans le chat qui dit voilà, le freelancing, le marché est très parisien. Alors lui, il fait de la data. Il y a au moins 50% des offres qui sont à Paris. Si on ajoute Lille, moi je suis lillois, je suis pas d'accord pour qu'on ajoute Lille, mais qu'on nous mette en banlieue de parisienne. Mais voilà, on monte à 60% facilement. Il dit pas facile pour les Lyonnais. Alors, ma question elle est double. Alors, c'est vrai que 50% des salariés de la tech travaillent à Paris. C'est une réalité que la moitié des salariés de la tech et la moitié de la tech est à Paris. Encore aujourd'hui ?
Écoute, ça marche pour les chiffres de Syntec numérique, Ok. de Numéum. Ok, Donc ok. j'imagine que c'est vrai pour le reste du monde. C'est vrai pour les chiffres de Wheel of Death aussi. Ok. Donc je pense que ça doit être vrai. En tout cas, les candidats, la moitié de nos candidats sont à Paris ou cherchent du travail à Paris. Sur les 30 derniers jours, ça se confirme. J'ai regardé mardi, bien sûr. Quand on est à Lyon, est-ce qu'on va chercher des clients à Paris? Est-ce que le marché à Lyon est assez grand pour qu'on mange que du lyonnais? Si j'ai envie de... Je sais que là... Faire des amis. Non, mais c'est parce que je sais que voilà, il y a l'Institut Paul Bocuse, etc. La culture, Ok. la gastronomie lyonnaise, c'est important. Il y a des gens qui insistent pour manger lyonnais tous les jours. Voilà, c'est ça le sujet que je voulais amener. Bien sûr, non, je me suis juste trompé. Comment ça se fait? Comment on fait pour trouver des clients à Lyon? C'est ça. Alors, moi, j'étais pas un dep à Lyon, donc je vais passer à la main. Nous, on est en full remote partout chez Agicap, donc du coup, on a Ouais. des devs partout en France. Et c'est pas un souci auquel je suis confronté, moi, personnellement. Du coup, t'as pas des devs qui disent ben non, moi je veux pas faire de full remote, je veux de l'hybride, je veux voir des humains. Alors si, ça Ça m'est existe, arrivé dans nos équipes, parfois des gens qui, notamment à Lille, toute ressemblance, je ne sais pas si, qui disaient, soit après une rupture amoureuse, soit après un truc comme ça, c'est dire, là, je restais tout seul tout le temps chez moi, c'était cool quand il y avait du monde à la maison, et là, faut que je sorte, faut que je vois des gens, donc dans ces cas-là, ça peut, mais la plupart quand même, en tout cas chez nous, c'est peut-être un biais de formation, parce que nous on fait du full remote aussi. Si tu veux venir à Lyon, tu peux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais à Paris avant et je suis venu il y a 3 ans pour travailler chez Agicap. Ouais. Donc je saurais pas te dire en tant qu'adepte. Pourtant à Lille, il faut savoir qu'il y a un bar pour 250 habitants à Lille. C'est le plus gros ratio au nord de Paris. Hein. Okay. Vraiment. Normalement, tu préfères les restos que les bars. Normalement, pour ceux je préfère les restos que les bars. Ça. Je pense qu'à Lyon, vous avez le même sujet. Vous avez un resto pour 250 habitants. Genre, vous pouvez aller au restaurant tous en même temps. Alors que pour nous, 50 habitants, tu veux dire. Nous, on peut aller boire une bière tous en même temps. Vous allez au resto tous en même temps. Et du coup, en vrai, pour socialiser, normalement, ça marche, quoi. Vraiment, ça passe. En tout cas, pour revenir sur ta question de est-ce que les Lyonnais trouvent des missions à Lyon ou est-ce qu'ils ont besoin d'aller ailleurs? Ouais. Paris, ça commence à faire un chouille long quand même. Enfin, tu le fais pas tous les jours, quoi. Tu fais pas 2 heures aller, 2 heures retour tous les jours. 2 heures. Encore, moi, je l'ai fait pendant un petit moment. J'ai eu une mission j'étais à Saint-Quentin en Yvelines, donc en banlieue parisienne. Je prenais 2 heures pour aller à Paris, à Gare de Lyon, mais après 1h30 encore pour arriver à Saint-Quentin en Yvelines. Ah oui. Donc, c'était, je dormais sur place, je faisais 2 jours sur place. Et après, effectivement, je faisais un petit peu aussi de remote, surtout après Covid, parce que j'ai fait encore un peu de freelancing jusqu'en 2020. Mais par contre, tous les devs que je voyais dans les meet-up et tout ça, a priori, pas spécialement de soucis. Il y en avait très peu qui sortaient de la région lyonnaise. Parce que Lyon, il y a Saint-Étienne par extension. Grenoble aussi des fois, voilà. Donc ça peut arriver effectivement de faire des déplacements sur Grenoble, sur Saint-Étienne et de faire du mix, d'avoir un peu de remote et puis une journée ou 2 par semaine sur Saint-Étienne ou Grenoble. Grenoble, on a plein de gens. Ça peut se faire. Avant le Covid, j'ai eu effectivement un job à 4 jours par semaine à Paris, mais c'était 10 minutes à pied en sortant du train, quoi. Tu me demandais de traverser Paris, je le faisais pas, quoi. Après, juste pour rebondir sur la question, je pense qu'il y a à Lyon, il y a de quoi faire. C'est quand même un gros marché. Il y a beaucoup de gros clients aussi. Je pense que ça dépend un peu de ta spécialité. Là, c'est quelqu'un qui parle de data. Ouais. On est déjà sur autre chose. Hein. Si tu parles de data, de cyber, pareil. Ouais, mais regarde, en fait, dans l'absolu, la data, c'est quand même un des seuls. Le dev, le dev, la prestation, la vente de dev ne grandit plus depuis 2020, voire recule en fonction des années. Alors que la data, la cyber et le cloud, c'est 3 métiers, c'est les 3 seuls métiers qui résistent à la crise, quoi. Pour le coup, peut-être pas à Lyon. Peut-être pas à Lyon, c'est vrai. Je suis pas complètement sûre. Il y a moins de données à Lyon, peut-être. Je sais pas, le marché est peut-être un peu différent. Je pense que le marché est différent. Je pense que le marché est différent, la concentration est différente. Ce qui m'a impressionné en arrivant sur Lyon, donc en tant que salarié, je voyais déjà la typologie des missions. Sur Paris, il y avait beaucoup finance. Alors, parce que j'étais plutôt dans ce c'est les secteurs de clientèle plutôt. Mais ici, c'était beaucoup plus industriel. Ouais. Donc, j'ai eu des clients, c'était des PME, voire des petites PME, quoi. J'ai pas eu
beaucoup de grands groupes, il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Hein. Il y a pas mal de startups maintenant, des JCap, des Indie, des boîtes comme ça qui sont relativement grosses. Il y a quelques anciens aussi, Fiducial, donc c'est vrai qu'Emilien disait c'est de la compta, je ne sais pas pourquoi ça se concentre autour de ces sujets-là sur Lyon. Parce qu'il y a les labos pharmaceutiques à côté qui c'est ça. ralassent. Ouais, c'est ça. Mais il y avait, pour moi, à Lyon, dans il y avait les beaucoup secteurs, d'industries, il y a la ouais. bio, effectivement. Donc, quand je dis industrie, j'inclus ce genre d'industrie, industrie pharmaceutique, et après des choses, industrie un peu plus. Pour avoir lourde, on va interviewé dire. des gens partout en France, en fait, peu importe la ville où tu t'installes, alors, si jamais vous voulez déménager, le truc c'est de repérer c'est quoi les industries. Si tu vas à Strasbourg, c'est les céréaliers et alors il y a les céréaliers. Qu'est-ce qu'on fait avec les céréales à Strasbourg? La bière. Bien joué. Donc voilà, il y a des industriels et des pharmaceutiques. Si tu vas à Brest, il y a Naval. vous l'avez pas ou pas? Ouais, alors Naval, ça marche dans l'absolu. J'essaye. Non, mais tu m'aurais dit Lorient. Il y a Naval. un groupe hôtelier qui a une DSI, il y a une DSI de Crédit Mutuel Arkea. Voilà, des gros employeurs sur les petits bassins. Enfin, dès que tu es sur un bassin où il y a moins de 50 000 salariés, les gros employeurs, ils prennent tout de suite beaucoup de place. À Strasbourg, la place que prend le Crédit Mutuel CIC dans l'emploi, elle est énorme, quoi. À Toulouse. Et alors, à Toulouse, c'est clair. Et du coup, en fait, est-ce que dans le chat, quelqu'un peut nous dire à Toulouse qui est le principal employeur? Je ne sais pas, moi. Ouais. Je vais voir si le chat il réagisse. Hop. Tu trouves qu'ils dorment mais qu'ils ne mettent pas assez de messages. Tu leur fais un test? Il y a Emilien ici qui dit qu'il faut faire du .NET à Lyon. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des comptables? Tu continues à te faire des amis. En fait, la première fois que je suis allé au Luxembourg, au Luxembourg, je fais un startup week-end comme d'habitude. Donc, moi, à tous les startup week-ends, je faisais la blague de si vous lancez un projet .NET, vous n'aurez pas fini dimanche soir, lancez un projet en Ruby on Rails, tu vois. Et blague qui marchait avec le PHP aussi. Hein. Enfin, voilà, mais le .NET, c'était partout en France, c'était quand même la cible facile. Moi, je me suis fait huer au Luxembourg. Ils faisaient tous du .NET dans la salle. Donc, il faut s'adapter. Hein. Pareil, voilà, Luxembourg, il y a plein de comptables et de banquiers, et donc il y a plein de gens qui font du .NET. Mais Emilien, là, il a juste prêché pour sa paroisse. Non, du coup, il y a pas mal de communautés. C'est vrai qu'on a une communauté .NET bien, merci, ça va. qui est pas mal. Mais la communauté Java est bien présente. Très présente aussi. Et JavaScript aussi. Partout en France, il y a en des fait, on le voit. Java. Ce qui est assez intéressant, c'est d'aller voir les communautés justement qui sont représentées. Sur Lyon, il y a Lyon Tech Hub qui regroupe les différentes communautés un peu plus par techno. Donc, du coup, on va avoir le Lyon JS, on va avoir le Jug, on va avoir Microsoft User Group, on va avoir des communautés. Il y a le Cara aussi, le Club Agile. Donc toutes ces communautés, ça permet de voir un petit peu, déjà de rencontrer des gens qui sont pas forcément que indépendants. Il y a des salariés, mais mine de rien, voir les gens qui sont salariés à ces meet-up, c'est aussi l'occasion de voir qui sont les clients. Donc quelque part, je dis pas passer toutes vos soirées parce que c'est possible. À un moment donné, on pouvait passer toutes ces soirées en meet-up. Ça amène au burn-out. Mais si ça vous plaît, faites-en quelques-uns, allez voir, rencontrer des gens. Moi, quand j'étais un DEP, je faisais du mobile. Il n'y a pas trop de meet-up de dev iOS, quoi. Il y en avait quand même. Mais du coup, mon job à moi, c'était d'aller à tous les autres meet-up pour que tous les autres devs, quand on leur dit tu connais un dev mobile, ils pensent à moi. Hein. Parce que ça marche de recruter dans surtout, tu n'as pas socialisé de la journée. Aller à des meet-up, c'est OK. Hein. Maintenant, je fais souvent 7 heures de visio avec des inconnus toute la journée. Le soir, je reste chez moi. Hein. Non, c'est clair. Voilà. On est en train d'arriver sur la fin. En vrai, le temps passe super vite. Déjà. Ouais, clairement, on est en retard sur le conducteur. Hein. Okay, vas-y, sur la deuxième question, c'est ça? Ah ouais, non, mais il y a Eddie dans le chat qui nous dit voilà, c'est quoi? On a survolé. On a abordé des sujets de la 3e et la 4e. En fait, Thomas, il nous a fait glisser de la 2 à la 3 comme ça. C'est pas grave, c'est bien. Les gens sont intéressés, donc c'est bien. Eddie nous dit c'est quoi votre routine choc en recherche d'émission quand on est en recherche active? Voilà, c'est quoi la routine? Si on a 8 heures de temps pour chercher des missions, comment vous les utilisez? Voilà, vous avez posé des questions. Moi, à l'époque, c'était des déjeuners. Non, mais en fait, tu vas parler à des gens. En fait, faut être
Il faut écouter. Il se passe plein de trucs pour qu'il sait entendre. Et donc, moi, à l'époque, c'était en région parisienne, donc hyper concentration de plein de trucs, etc. Donc, peut-être que c'est plus simple. Mais moi, c'est ça qui me faisait dire. Et puis, dans les meet-up aussi, pareil, d'échanger avec plein de gens et d'être un peu à l'affût de. Voilà. Et. C'est ce que je faisais. Je pense qu'on peut faire mieux. Hein, mais, non, mais ça marche. Ça marche. En plus, ça peut générer de la demande. Enfin, moi, j'avais réussi à créer un truc où les gens voulaient manger des Welsh avec moi. Si vous connaissez le Welsh. Bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouvais à manger 3 à 4 Welsh par semaine. J'ai eu des très. Enfin, j'ai pris 20 ou 30 kilos en un an. Enfin, donc voilà. Donc, et ça marche comme génération de la demande. On va en reparler après. Hein, sans rigoler. Mais il y avait ça aussi. Moi, le matin, ce que je dis souvent, c'est parler à 5 personnes que tu connais et parler à 5 personnes que tu connais pas chaque jour. Et leur parler de leur business, poser des questions sur leurs besoins, sur leur marché, est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont des besoins, et leur demander qui peuvent te faire rencontrer, développer réseauter, et pas juste comme le font certains indeps. Moi, je recrute quasiment plus depuis 5 ans et je reçois toutes les semaines des CV. mais comme ça. Hein. Bonjour, et j'ai un CV. Ou alors, bonjour, je cherche une mission et un CV. Ok, bonjour. Non, mais, Réseauter et pas être dans la démarche de je balance un CV et puis j'attends qu'on revienne vers moi. Une fois que tu es indep, t'es plus un candidat comme un autre. Tu vends ton activité, tu vends ton expertise, tu vends une offre, et donc tu réponds à un besoin. Et il y a beaucoup d'indeps qui sont dans cette logique de bon, bah, je contacte machin parce qu'il recrute, je lui balance mon CV, puis on va voir. Ok. Faire des choses, peut-être, effectivement, faire des choses. Essayer de faire des choses pour s'occuper de l'esprit, déjà, et puis. C'est ça. Il y a quelqu'un contacter des gens. Du coup, j'ai rigolé, excusez-moi. Ce que tu dis, là, quand on réseaute, ça remarche avec le Welsh. C'est-à-dire qu'il faut faire un truc. Ce rendez-vous-là, c'est pas juste pousser un CV, c'est faire en sorte qu'on se rappelle de toi pour un sujet. Se rappelle. Tu vois, je disais, quand les autres, ils cherchent un dev mobile, ils doivent penser à moi parce que c'est le seul qui connaissent. Tu deviens un réflexe dans l'esprit des gens. Thomas, toi, c'était le TDD et le DDD. Tu as fait du contenu, tu as pris la parole à des conférences pour que dès qu'on parle de ces sujets-là, quelqu'un dit tu connais Thomas Pierre. Quand je l'ai fait au début, c'était pas pour ça. Et puis après, je me suis rendu compte que ça m'aidait à éviter de faire du commercial, qui est pas trop voilà. J'avais plus envie de passer du temps à coder que de me vendre. Et donc, du coup, faire des choses, du coup, ça me permettait de me vendre un peu, économie de l'attention, etc. Et du coup, en faisant des trucs kiffants avec des gens que j'aimais bien et sur des sujets qui m'intéressaient. Et du coup, en attirant des gens qui étaient intéressés par le sujet. Donc, c'est ça. Amine, c'est ça, la création de besoins ou d'opportunités, ou la génération de la demande. C'est arriver à être le top of mind, à faire en sorte que les gens ils pensent à toi sur un sujet en particulier, quoi. Et donc, de manière générale, la formation aujourd'hui en de recruteur IT, c'est pour ça que tu as un segment qui est particulier. Des fois, ça peut être aussi un différenciant, ça peut être pourquoi on fait ça, notre motivation, qui fait qu'on n'est pas juste un 9e freelance Java de la journée, quoi. Après, je dirais peut-être que le côté désintéressé, Thomas, tu disais qu'effectivement, à la base, tu ne le faisais pas pour ça. Moi, c'est plutôt aussi dans cette idée-là. Quand j'essayais de faire du contenu, je faisais du contenu parce que j'essayais de synthétiser ce que j'avais appris et que j'essayais de le restituer et de voir si, quand je le restituais, j'arrivais à faire quelque chose de clair ou c'était complètement incompréhensible. Et donc, du coup, si on se force et qu'on fait du contenu et que ça devient trop commercial, ça peut presque avoir un effet un peu contre-productif. Genre sur LinkedIn en ce moment. Sur LinkedIn, par exemple, en ce moment, exactement. On pense à la même chose. C'est pas forcément commercial, tu vois. Tu es en train d'identifier une opportunité. Tu es en train de. On génère de la demande, pas de rendez-vous. Il y a ce sujet-là, on ne cherche pas à faire de la prise de rendez-vous. On cherche avant tout à s'identifier autour d'un sujet, quoi. Là, il y a un commentaire, Bruno, il nous dit quand on push du contenu sur LinkedIn, alors que ce soit sur LinkedIn, sur les conférences, etc., permet aussi d'identifier une audience off-market. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas assez matures sur le sujet du TDD ou du DDD pour faire une annonce, créer un post, etc. Mais du coup, ils vont t'en parler avant. Et donc, tu auras la connaissance de ce besoin-là avant qu'il y ait de la compétition, quoi. Quand je dis il faut arrêter de forcer sur LinkedIn, c'était plus, en gros, si
tu veux dire un truc qui t'intéresse ou parler d'un sujet qui est cool, bah c'est chouette de le faire parce que du coup tu vas te trouver des copains copines et ça. Mais dire moi je le reach ça sert à rien, mais voilà le nombre de vues que je fais. Enfin il y a plein de trucs comme ça. Là c'est une caricature. Il y a quelqu'un dans le chat qui cite Seguela. Je trouve ça très. C'est ça. On achète plus facilement un produit dont on connaît la marque, le nom, quelle que soit sa qualité, son produit, un produit excellent d'une marque inconnue, personne l'achète. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent Teams que Slack. Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi tu me regardes. De manière générale, c'est ça. Hein, à la fin, il faut pas faire du push en mode cherche du travail. Il faut faire du push en disant ok, je peux vous aider sur tel sujet. Parlons du sujet. Des trucs qui te plaisent. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Et après, ça débloquera des trucs. Et ça paraisse. T'auras le reach. Que ce soit naturel, en fait. Que tu sois dans une démarche où. Enfin, je vois trop de gens qui pensent que publier du contenu sur LinkedIn, déjà, c'est une fin en soi et que c'est magique. Ouais. Ça fait partie d'une stratégie plus globale. C'est un élément parmi d'autres. Si tu n'as pas défini ton offre, que personne ne te connaît, que tu vas juste balancer ton CV à 3 recruteurs et qu'en plus tu fais des posts, peut-être ça marche. Franchement, je ne sais pas. Hein, sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais en vrai, ce n'est pas une bonne stratégie. Pour moi, c'est vraiment plus définir, OK, je suis qui, qu'est-ce que j'offre, je vais parler à des gens, je vais essayer de connaître le mieux possible mon marché. Et ensuite, je peux éventuellement faire du contenu, relayer des choses, etc. Mais créer du contenu sur LinkedIn pour créer du contenu, aucun intérêt. C'est une conversation. C'est-à-dire que si le sujet que tu mets dans le post, t'en as pas déjà parlé avec des gens avant dans la semaine, ou tu aimerais pas avoir la conversation avec des gens, tu vois. Ça va pas démarrer une conversation. Ça va effectivement être juste un autre billet de blog dans le journal. Il faut. C'est pour ça qu'il faut parler avec des gens, développer son réseau, parler à des inconnus et des gens qu'on connaît. Ça permet de faire que le contenu s'inscrive dans cette conversation-là et inscrive les gens qui sont plus ou moins des followers, plus ou moins loin, quoi. Voilà. Ok, les gens sont d'accord. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce que là, vraiment, on peut conclure. Moi, je propose conclure. Sélection de questions du public, notamment sur le TGM et la prospection, on les a pris. Récapitulatif des points abordés, remerciements de l'invité, il y a marqué dans le conducteur. Franchement, le mot de la fin, merci, vous avez été cool. En vrai, on a quasiment pris que les questions du chat. Ok. On n'a pas dépassé les records, mais les gens sont motivés, sont très très chauds. C'est pour ça que le conducteur, on l'a pas forcément suivi, parce que le chat rebondissait avec nous, posait des choses, a proposé des choses. Donc, merci beaucoup aux gens dans le chat aussi. Hein, c'est chouette. Ouais, effectivement. C'est quoi le mot de la fin? Hélène, tu retiens quoi d'aujourd'hui? Une phrase que je vois souvent et qui fait un peu cliché, mais qui est assez vraie, c'est qu'il vaut mieux faire qu'attendre que ce soit parfait. Mieux faire qu'attendre que ce soit parfait. Il y a alors, les Anglais disent better done than perfect. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai eu en moto sur LinkedIn, celle-là, en dicton. Je suis très d'accord. Bravo. Think big, act small. Think big, act small. C'est quoi le dernier? GFDY. Just fucking do it. Ça, c'est Nike, non? Vas-y, Thomas. Voilà, qu'est-ce que je vais... moi, je dirais restez pas seul. Je pense que c'est restez pas seul parce que quand on est seul trop longtemps, moi j'avais besoin de conseils et moi c'est ce qui me plaisait avec mon associé partenaire, c'était de pouvoir qui me disent non là tu déconnes, fais quelque chose, réveille-toi et machin, donc restez pas seul. Bah restez pas seul. Mais même voir ses amis, hein. Bah ouais, aussi, bien sûr. Ah ouais, surtout avec le télétravail et tout ça, faites attention. Clément, c'est quoi ton conseil? Du coup, moi, ce que j'aurais tendance à dire, un point que j'ai pas donné, c'est attention, on se lance pas freelance uniquement pour la thune. On voit quand même des cas comme ça, alors beaucoup dans la tech, à un moment donné, c'était « Ah, mais je vais gagner beaucoup plus ». Ok, mais c'est pas juste ça, en fait. Si c'est juste ça, bon, oui, ça peut marcher un temps, mais on a vu plein de problèmes potentiels en se lançant comme ça. Donc, attention à ça, et je rejoins complètement, restez pas seul, c'est clair que c'est essentiel. On se lance pas pour l'argent, etc. Les gens dans le chat sont contents d'avoir participé avec vous au live. Cool. Merci, à midi, je ne regrette pas d'avoir participé. Donc, ça, il est là depuis 1 heure, il regrette pas. Tant mieux. C'était chouette. Hop, et bravo à vous. Je retiens ce que vous avez dit aussi. Honnêtement, j'ai été effectivement passionné, embarqué dans le sujet aussi. C'était très chouette.
Je pense que là, on va tous aller manger parce on va faire une hypoglycémie. Parce qu'on est à Lyon. Parce qu'on est à Lyon. Parce qu'on est à Lyon. Ça va. Merci pour ben, l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner aux pages LinkedIn de In-Situ pour avoir les notifications pour les prochains lives. Il y aura un prochain live en décembre où on va parler de la clôture comptable. Il y aura un prochain live en janvier où on va reparler d'IA parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas parlé d'IA sur cette chaîne. Donc, on peut reparler d'IA bientôt. Et puis, moi, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à suivre les invités sur LinkedIn si vous ne les suivez pas encore. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. À bientôt.